Désolé, merci de nous avoir mis à disposition cette salle hautement symbolique de l'Assemblée nationale. On ne se retrouve pas là par hasard, c'est la suite d'une démarche d'action individuelle, collective, depuis un certain nombre d'années. Ce que je vous propose, c'est d'exposer un petit peu le pourquoi du comment de se retrouver ensemble aujourd'hui, en 10-15 minutes, assez rapidement. Et puis après, vous aurez trois exposés. Un exposé du docteur Jean-Pierre Spinoza, qui est à ma gauche. Un exposé du docteur Joël Pellerin. Et un exposé de madame Catherine Riva. Et après cet exposé, et je vous demanderai de ne pas interrompre quand les gens interviennent, après cet exposé, eh bien, nous aurons des échanges entre nous. J'espère que dans cette salle, nous ne sommes pas tous convaincus de ce qu'on essaie de défendre, sinon ça manquerait un peu d'intérêt, et que le débat sera ouvert. Il faut absolument que ce débat ait une bonne tenue, donc on respecte ce que disent nos intervenants. Et je vais commencer par quelque chose qui est essentiel et qui réfère à un article du Code de la santé publique qui fait obligation aux membres des professions médicales qui s'expriment en public sur les produits de santé de faire une déclaration de leur lien d'intérêt avec les entreprises, établissements et organismes qui les produisent ou les exploitent ou les conseillent. C'était un petit peu long, mais je vais vous dire ce que c'est qu'une déclaration de conflit d'intérêt. C'est pas simplement vous avez des conflits d'intérêt, oui, non. Je pense que ça mérite une petite explication et c'est sur le modèle de ce qui se passe à l'AFSAPS et la Haute Autorité de Santé. Alors avez-vous, dans les 5 dernières années, reçu pour vous ou pour une association que vous animez, une rémunération, quelle qu'elle soit, salaire, honoraire, rémunération boursière, ou un avantage financier ou en nature, cadeaux, frais de déplacement, frais de congrès, matériel médical ou informatique, ou détenez-vous des participations financières, actions, obligations, de la part d'un organisme privé, industriel ou commercial qui pourrait tirer profit ou désavantage de votre prise de position et ou des documents que vous avez fournis. On demande à la personne de s'exprimer, oui ou non. Si vous avez répondu oui à cette question, nous vous invitons à déclarer les éléments qui vous amènent à répondre positivement. Cette déclaration sera annexée au document. C'est ce qui se passe dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, est annexée la déclaration des conflits d'intérêts. Si vous avez répondu non à cette question, il sera mentionné absence de conflit d'intérêts déclaré par l'intervenant. C'est un petit peu ambigu, c'est absence de conflit d'intérêts déclaré, non pas absence de conflit d'intérêts. Absence de conflit d'intérêts déclaré par l'intervenant. Et si vous n'avez pas souhaité répondre, il sera mentionné pas de déclaration de conflit d'intérêts par l'intervenant. Je rappelle que les conflits d'intérêts, il n'y a rien d'illégal. Le problème, c'est de savoir à qui on a affaire, et c'est pour une meilleure transparence de l'information. Alors, on va aller assez vite, mais c'est important de savoir comment on en est venu là, aujourd'hui, 3 octobre 2011, et que ce combat que je mène, que nous menons, que certains dans la salle mènent, de façon individuelle au départ, et puis petit à petit on s'est retrouvés, date en fait depuis plusieurs années, chacun dans son coin, et par des concours de circonstances, et grâce aussi à Internet, il faut le dire, on arrive à se fédérer, des avis communs. Mais néanmoins, petite revue de presse, en ce qui nous concerne à La Réunion, ça a démarré en 2006, novembre 2006, extraordinaire. Nous avons la chance à La Réunion d'avoir la possibilité de vacciner nos jeunes filles bien avant la métropole, une semaine avant, et c'est vraiment présenté comme une chance. Et c'est même une révolution, puisque c'est une véritable révolution que ce médecin a vu dans la presse. Donc évidemment, les gens qui disent ça sont allés chez leur médecin courir pour avoir ce vaccin. Alors évidemment, c'était en parallèle tout un tas de formations pour les prescripteurs. Les prescripteurs, c'est qui? C'est essentiellement les médecins généralistes et les gynécologues, mais essentiellement les médecins généralistes. Et puis, via des congrès, ces médecins généralistes sont formés par des gynécologues qui sont dans des congrès dont l'indépendance est peut-être à réétudier. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Que dans les vitrines de pharmacie, dans les salles de cinéma, dans les spots télévisés, on parlait de la vaccination anti-HPV. J'en profite pour dire d'ailleurs que, puisque j'ai parlé des conflits d'intérêts, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêts.
Et j'inviterai aussi toutes les personnes qui s'exprimeront à se présenter et à dire s'ils ont ou pas des conflits d'intérêts. Je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, ni vers l'industrie, ni même vers l'association que je préside, parce que nous n'avons jamais budgétisé les actions qu'on fait, donc je n'ai même pas de conflit d'intérêt, et nous avons payé notre voyage sous nos propres deniers. Que de points d'interrogation. Et vous allez voir qu'en écoutant nos trois intervenants, on pourrait même en rajouter d'autres. Mais finalement, il y en a un seul qui restera, c'est pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Pourquoi cette promotion d'une vaccination où on pourrait penser, et c'est repris dans le livre La piqûre de trop de Jean-Pierre Spinova et Catherine Riva, a marché à partir de là. Alors malgré tous ces congrès, le doute s'installe, alors à Réunion chez nous, mais on ne savait pas aussi que le doute s'installait ailleurs, de façon concomitante, en Europe, et puis même en France. Et alors c'est curieux, alors c'est un texte qui n'a pas vocation d'être lu parce qu'il est loin, mais la HAS avait mis quand même un certain nombre était déjà méfiante en avril 2007, avec le dernier paragraphe que je vais vous lire, c'est qu'en tout état de cause, la Commission estime qu'il serait souhaitable que l'organisation et la mise en place sur l'ensemble du territoire du dépistage par frottis cervico-utérin des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus soient réalisées avant l'introduction de la vaccination, ce qui n'est évidemment pas le cas de ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas que la HAS qui a pris position. Il y a le Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui a précisé à la même époque plusieurs choses qui, vous verrez, finalement, on reprend à peu près ce qu'il disait déjà depuis 2007. Qu'est-ce qu'il disait? Que la mise en place d'un simple dépistage organisé dans certains pays d'Europe du Nord a permis de réduire l'incidence et la mortalité du cancer du col de 80%, donc bien plus que le vaccin, et pour un coût bien moindre. Vous verrez que tout ce qu'on dit comme phrase, c'est des documents officiels, aussi bien ce qui sera présenté après, ce que je dis là, nous n'inventons rien. Deuxième item, que l'impact du vaccin sur l'incidence et la mortalité du cancer du col utérin ne deviendra apparent qu'à long terme, dans 15 à 25 ans. Qu'il serait possible que si les femmes vaccinées se faisaient moins dépister, l'incidence et plus encore la mortalité du cancer du col de l'utérus augmente, le vaccin n'étant pas efficace vis-à-vis d'environ 30% des cancers. Qu'il ne peut être exclu que l'effet du vaccin ne soit que transitoire du fait de l'émergence d'autres génotypes, HPV, oncogènes c'est le cancérigène, venant remplacer les génotypes 16 et 18. Peut-être que les 30%, ça correspond aux deux génotypes-là. Alors, ce que je vous propose, c'est de noter les questions. Mais comme on n'a pas les textes. Les questions, et après, à la fin de chaque exposé, ça sera mieux pour être sûr de faire dans les temps tout ce qu'on avait prévu. On n'est pas à l'Assemblée nationale ici, donc on a que la durée de la protection octroyée par le vaccin évaluée sur une population restreinte d'environ 1000 femmes et sur les données immunologiques est d'au moins 5 ans, mais que la durée de la protection à long terme peut être encore connue, etc., etc., etc. Que de questions en suspens. Et malgré ça, malgré l'avis du Haut Conseil de santé publique de 2007, qui disait d'ailleurs, à côté de la flèche verte, le Haut Conseil de la santé publique déplore que les firmes productrices de vaccins soient autorisées à faire des publicités télévisuelles ou radiodiffusées sur le public. Vous avez tous constaté, ce n'était pas vraiment le cas. Haut Conseil santé publique, c'est donc une des administrations de référence en ce qui concerne la mise en place de cette vaccination. Et puis il y a cet extrait du serment d'Hippocrate réactualisé, c'est un petit peu ce qui nous anime certains médecins à essayer de reconsidérer la chose, du bulletin de l'ordre des médecins de 80-96, qui dit clairement « J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour former les consciences. Pour forcer les consciences. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. » Voilà. Cette étude, cette information qu'on essaye de prôner avait été portée au départ par l'Union régionale des médecins libéraux de La Réunion, de façon très minoritaire, mais c'était quand même l'organisme représentatif de l'ensemble des médecins libéraux à La Réunion, même si l'opposition fut très forte. Et puis on a donc budgétisé une publicité qui est parue tout simplement dans un petit journal national qui s'appelle Le Monde, et que les gens, prenant le métro, voyaient un petit peu cet argumentaire qui sera repris et détaillé par les trois intervenants tout à l'heure, qui disaient en gros que
Malgré la forte médiatisation concernant la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, savez-vous que son efficacité au-delà de 5 ans n'a pas été démontrée, qu'elle ne protège pas contre tous les types de virus, que sa tolérance à long terme est inconnue. C'était en 2008, ça, hein. C'est pas 2011. Hein. Voilà, et puis repris donc dans la page du Monde, en page numéro 3. Et puis, alors évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde, et d'éminents leaders d'opinion sont venus un petit peu à la rescousse. Et puis ça continue toujours, et puis je ne polémiquerai pas sur certains dires de certains professeurs qui nous comparaient avec des négationnistes. Et puis, alors évidemment, que lit la population? Il lit les médias, lisent des journaux grand public. Qui dit vrai finalement? Ce sont les autorités sanitaires, c'est le laboratoire. Question qui se posait au niveau de l'Ordre national des médecins. L'Ordre départemental des médecins de la Réunion m'a dit un jour, mais attendez, Chassoum, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas très contents que vous fassiez tout ça, et on aimerait en savoir un petit peu plus. Et puis l'Ordre national. Alors l'Ordre national des médecins, c'est très intéressant, c'est un courrier qui date du 1er octobre 2008. Qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Je vais vous le lire. La campagne publicitaire de ce vaccin a été lancée par les pouvoirs publics. Et il semble aujourd'hui difficile d'effectuer un retour en arrière. Ça veut dire quoi quand on lit entre les lignes? Qu'il y avait finalement un réel malaise, mais que la machine est lancée et qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Ça date de octobre 2008. Voilà. Et puis il y a eu cette lettre ouverte au professeur Rousseau de la Haute Autorité de Santé, essayant de demander de reconsidérer le problème. Cette lettre ouverte à M. Xavier Bertrand. Et puis cet article d'Eline Casis est présente dans le journal Le Monde. Et il se trouve que le combat que nous menons a été mis en même temps avec les éventuels effets indésirables de la vaccination qui ont été particulièrement médiatisés début juillet. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Ce matin, on était à votre place, en petit comité, et on a fait une espèce de conférence de consensus où avaient été invités le président du comité technique de vaccination et le président du Haut Conseil de santé publique. Ils n'ont pas daigné venir. Par contre, ce matin, était présent le docteur Salle, directeur d'évaluation économique de la HAS, la Haute Autorité de Santé, à qui on a proposé nos argumentaires que vous allez revoir tout de suite dans quelques minutes. Qu'est-ce que c'est qu'une conférence de consensus? Ce sont des réunions de réflexion collective qui aident à éclairer des sujets controversés, et ô combien controversés quand il s'agit de cette vaccination HPV, lorsqu'il n'existe aucun travail scientifique indiscutable. Et on a pu voir ce matin que finalement, il n'existe aucun travail scientifique indiscutable. Permettant de trancher une question polémique, et qui avait été souvent utilisée, enfin quelquefois utilisée par l'ANAS, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation santé, où moi j'ai exercé en tant que correspondant régional pendant 10 ans, ANAS plus HAS, et de sujets polémiques, notamment le traitement substitutif de la ménopause, avait été tranché de cette manière. C'est qu'on ne savait pas trop s'il fallait pas. Et un beau jour, l'HAS a convoqué les pour, les contre, et a donné une conférence de consensus où il était établi qu'a priori, ce n'était pas vraiment conseillé. Ce matin, il y avait donc ces personnes-là, mais invité, mais il n'y avait que donc le docteur Salès, donc directeur d'évaluation, missionné par le professeur Rousseau, président de la Haute Autorité de Santé. Voilà. Donc je vais passer la parole simplement avec un tout petit rappel, ce que c'est que le cancer du col quand même. Il y a un certain nombre de virus qui induisent ce cancer du col, c'est le 8e cancer de la femme de moins de 40 ans. Il y a une incidence aux alentours de 3000, et vous verrez que l'INCa, l'Institut National du Cancer, a fait une projection qui a été publiée il y a quelques semaines, et on est un petit peu moins de maintenant 3000 cancers pour 2011, avec moins de 1000 décès, puisque la projection pour 2011 c'est 800 décès, évidemment 800 décès de beaucoup trop 800 décès. Voilà. Les HPV, il ne faut quand même pas perdre de vue qu'au cours de leur vie, plus de 80% des femmes vont rencontrer de l'HPV, qu'il y en a énormément de sortes de HPV, 40 types à peu près, 30% dans l'année qui suit les premiers rapports, mais que presque toutes l'élimineront dans les 2 ans suivant l'infection. Quand l'HPV persiste, il peut générer des états précancéreux qui peuvent effectivement évoluer jusqu'au cancer. Voilà. Le rapport de l'INCa, et vous voyez que les courbes, aussi bien de l'incidence que de la mortalité, baissent depuis des années, bien avant la mise en place de la vaccination, sachant que ça ne continuera jamais à baisser jusqu'à 0, mais qu'il y aura probablement un seuil de quelques centaines
mais je ne suis pas spécialiste de la question. Néanmoins, la diminution de l'incidence et de la mortalité par cancer du col de l'utérus baisse et continue de baisser. Alors, les points d'interrogation qui avaient été exposés au départ, c'est ça, hein. Comment on peut expliquer qu'un vaccin soumis à tant de controverses puisse avoir été autant médiatisé et avoir eu le remboursement alors qu'il s'élève à plus de 450 € chez nous, ça doit être à peu près 350 à peu près en métropole, euros, par personne vaccinée. Combien ? 406 € exactement. 406 Je vois euros qu'on a des experts du coût du vaccin. Alors 406 € en métropole, par personne vaccinée au moins, parce que finalement, à l'époque où ça a été remboursé, on ne savait pas trop s'il fallait faire des rappels ou pas. Peut-être que les choses ont évolué depuis, j'en sais rien. À une époque, on nous demande sans arrêt de faire des économies en matière de santé. Alors, je vous ai fait distribuer un joli petit stylo. Ceux qui n'en ont pas pourront se servir dans la petite boîte blanche au milieu. Là, vous n'arrivez pas à lire, mais c'est simplement vous rappelle l'adresse du site Médocéan et la vérité qui nous démange. Allusion à un film célèbre. On est là aujourd'hui dans une démarche, on n'est pas des ligues anti-vaccinales, on n'est pas anti-labo, on n'est pas tout ce que vous voudrez, je suis et nous sommes dans une démarche qualité avec la route d'Henning au niveau de la HAS qui incite à toujours revoir ce qu'on fait, etc. et progresser, c'est la route de la qualité. Et ça sera ma conclusion avant de donner la parole donc à Jean-Pierre Spinoza qui va se présenter. Un rappel simplement de notre site quand vous y allez, vous verrez que c'est la page d'accueil et sur une des icônes vous retrouverez beaucoup de choses dans le dossier HPV garde d'asile et disons dans 10-15 jours le temps de mettre à jour probablement un résumé de ce qu'aura été dit aujourd'hui. Alors je vous remercie et puis je vous rappelle de vous noter les questions à moins que vous en ayez dès maintenant rapidement avant de passer la parole à Jean-Pierre Spinoza et Joël Pellerin. Donc on va passer aux questions. Pensez bien à vous présenter et à déclarer vos conflits d'intérêts, s'il vous plaît. Valérie Vandenbosch, journaliste à l'agence de presse médicale, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je voulais savoir, vous avez reparlé du Haut Conseil de la Santé publique et du CTV, ils ont bien dit l'importance qu'il y avait pour le dépistage, le frottis, tout ça, mais en fait ils ont recommandé garde d'asile et puis Cervarix. Ça, ils l'ont recommandé, donc vous contestez ce qu'ils ont recommandé ou pas? Alors, je pense qu'on peut noter la question et vous allez voir que les réponses vont en fait venir petit à petit. C'est une question fondamentale et auquel vous allez avoir la réponse assez rapidement. Merci d'avoir posé une question. Moi, donc Sylvain Duval, je suis membre de l'association Fondation Sciences Citoyennes. C'est juste comme vous avez dit, presque toutes l'éliminer les femmes qui rencontreront ce virus au cours de leur vie. Presque toutes. Est-ce que vous pouvez chiffrer ce presque toutes? Voilà, là aussi, la réponse va être... Okay. Alors, je suis pas expert, peut-être un petit peu expert en qualité, comme d'autres correspondants de la HAS ici présents. En tout cas, un grand expert du doute. Et je crois que je le revendique. D'autant qu'on a certains, je pense que le doute fait partie de notre exercice quotidien. Nous sommes tous les deux petits médecins de base de terrain. Je crois que les personnes qui doutent plus, c'est la fin de la médecine. Alors c'était une question ponctuelle, moi. Le taux d'efficacité du vaccin à 30%, mais il n'y avait que 2 génotypes là. Alors, il y a un vaccin qui couvre davantage de génotypes. Est-ce que ce taux particulièrement faible, moi j'avais dans l'idée, sur les deux, 50%. La seconde question, le professeur Boulanger, je ne me rappelle pas ce que je voulais poser à propos de questions comme le professeur Boulanger, je vais revoir la plaque. L'Ordre national des médecins, à un moment j'ai cru voir une phrase, la campagne a été lancée par les pouvoirs publics. À ma connaissance, c'est les laboratoires qui ont fait leur campagne, c'est pas les pouvoirs publics. Mais l'Ordre des médecins semble dire par les pouvoirs publics. Oui, ça m'intéresserait d'avoir la lettre, pour savoir de quel pouvoir public il parle. Si c'est peut-être les pouvoirs d'intérêt public des laboratoires, je sais pas. J'ai oublié de dire mes conflits d'intérêt. J'en ai beaucoup de liens d'intérêt personnels, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont médecins, qui sont dirigeants, ou qui sont visiteurs médicaux dans les laboratoires. Voilà, ça existe. Le second, c'est que je suis souvent invité en tant que député, suivant les problèmes de santé et de sécu, à des colloques, des déjeuners, des petits déjeuners. Voilà. Par contre, bien sûr, je n'ai jamais eu de rémunération personnelle.
Monsieur le député, j'espère que vous aurez les réponses à certaines de vos questions dans ma présentation. Alors, cette première présentation, pour que tout le monde sache à qui vous avez affaire, même si vous allez tout de suite me reconnaître à cause d'un petit accent suisse. Je suis spécialiste en gynécologie et obstétrique. En Suisse, il existe une spécialité qui s'appelle spécialiste en gynécologie opératoire, ce qui veut dire que, en pratique, ça veut dire que malheureusement, j'opère aussi les cancers du col. Et je suis chargé de cours à la faculté de médecine de Lausanne et avec Catherine Riva, je suis co-auteur du livre de la piqûre de trop. Je n'ai personnellement aucun conflit d'intérêt, ni direct ni indirect, à déclarer, en respectant en fait tous les points qu'a énumérés le docteur de Chazourne. Avant qu'on me pose la question, je vous le dis d'avance, je n'ai strictement aucun penchant anti-vaccinaliste. Et surtout, je crois que ce qui est important à savoir, c'est que je suis un ancien prescripteur de ce vaccin, jusqu'à ce que une amie maman d'une jeune fille à qui le vaccin avait été recommandé me pose la question qui est celle qui va être l'objet de votre conférence, et vous verrez que j'ai dû moi-même me remettre très sérieusement en question parce que j'ai réalisé que je n'avais pas été assez loin dans l'étude du dossier lorsque, à l'époque, je prescrivais largement ce vaccin. Et une dernière chose qui me semble importante, c'est que je suis parfaitement conscient de l'entité et de ce que veut dire cancer du col. Chez vous, en France, vous avez à peu près 3000 cancers du col, un peu moins de 1000 morts par année. C'est beaucoup trop. Chez nous, en Suisse, les chiffres sont à diviser par 10 parce que nous sommes 7 millions d'habitants contre 70 millions en France. Mais enfin, ce n'est pas parce que c'est une maladie grave, une maladie qui a un coût humain et émotionnel, qu'il ne faut pas avoir une analyse objective de la situation. Alors, les documents sur lesquels ma conférence est basée sont tous des documents qui sont des documents officiels et qui sont des documents qui sont à portée de main d'absolument tout le monde, pour autant qu'on se donne la peine. Ce n'est pas une opinion de ma part que je vais vous donner, c'est simplement une revue et un résumé de la littérature. Et donc, il n'y aura pas besoin de me dire que c'est ce que je pense. Ce n'est pas ce que je pense, c'est ce qui a été publié. Publié dans les études randomisées essentiellement parce que, comme vous le savez, ce sont les seules qui servent à établir une efficacité ou une innocuité d'un produit. Ce sont des documents qui proviennent des informations que le fabricant a lui-même données. Quand je parle de fabricant, je suis en train de parler du premier vaccin, qui est donc le Gardasil, puisque c'est essentiellement sur ce vaccin qu'avec Catherine Riva, nous avons enquêté et qui est l'objet du livre qui a été publié par notre éditeur qui est à ma gauche, M. Desplet. Donc ce sont des informations qui ont été données par le fabricant même aux autorités de régulation. Ce sont les rapports qui proviennent de ces autorités essentiellement américaines, européennes, françaises et italiennes, et accessoirement des avis de pharmacologues et de statisticiens sur la validité de ces études. Alors je vous propose un plan de conférence relativement simple, mais qui est absolument fondamental pour éviter toute dérive par la suite dans des questions qui sont des questions peut-être un peu sournoises, mais qui n'auraient pas de raison d'être. C'est-à-dire qu'il faut connaître au départ quelles étaient les prévisions du fabricant et donc des autorités qui ont donné le feu vert pour l'homologation du vaccin quant à l'efficacité attendue. Il va falloir, sur le plan statistique, qu'on décide ensemble quel est le groupe de sujets qui est pertinent, parce que sinon on peut faire dire à n'importe quel groupe de sujets n'importe quoi sur n'importe quel chiffre. Donc quel est le groupe de sujets pertinent pour juger de l'efficacité? Une chose extrêmement importante et qui est pour moi fondamentale, c'est qu'il va falloir qu'on se mette d'accord sur le fait de savoir s'il faut analyser que les lésions qui sont dues au HPV 16 et 18, qui sont ceux contenus dans le vaccin, ou s'il faut analyser, point 4, les lésions dues à tous les virus. À la lumière de ces trois premiers points, nous allons revoir les résultats, et ensuite je vais faire quelques diapositives pour vous expliquer où le bas blesse aussi sur les études sur l'innocuité, et je vais vous donner mes conclusions. Pour répondre à monsieur le député, le vaccin dont on est en train de parler actuellement, qui est le Gardasil, qui a été le premier vaccin qui a reçu l'autorisation de mise sur le marché, est efficace contre 4 souches virales qui sont comprises dans le vaccin, les souches 6 et 11 dont on ne discutera pas, et les souches 16 et 18, qui sont les mêmes souches qui sont contenues dans le deuxième vaccin dit bivalent qui s'appelle le Cervarix. Pourquoi je dis qu'on ne parlera pas des souches 6 et 11? Parce qu'on est dans un débat de prévention des cancers du col de l'utérus et des précancéroses qui vont avec,
et les souches 16 et 18 sont celles qui sont impliquées dans ce développement cancéreux, alors que les souches 6 et 11, dites HPV, ou plutôt qui font partie du tiroir HPV à bas risque, sont des souches qui sont mises en relation avec des lésions bénignes, qui sont les condylomes, les crêtes de coque, etc., et qui n'ont pas grand-chose à faire avec les lésions cancéreuses. Alors, je reprends donc les points que je vous ai proposé de traiter tout à l'heure. L'efficacité attendue de ce vaccin sur une population générale, ce n'est pas moi qui vous la donne, ce n'est pas vous qui l'avez inventé, c'est le fabricant, et ça partait d'une excellente idée. C'est-à-dire qu'en fait, on partait du postulat juste que l'HPV donne rarement des lésions précancéreuses, qui à leur tour peuvent parfois régresser, mais peuvent donner aussi des cancers du col, et qu'en conséquence, l'hypothèse de travail qui est à l'origine de ce vaccin est que, comme il y a 70% des lésions précancéreuses qui sont dues aux souches 16 et 18, que si on élimine ces souches 16 et 18, vous les voyez ici à gauche, eh bien on devrait avoir, au bout du compte, une diminution de 70% du nombre total de lésions. C'est une simple règle de 3 mathématiques, et ceci évidemment pour autant qu'on ait une efficacité du vaccin sur l'intégralité de ces lésions dues aux 16 et aux 18. Ce chiffre de 70%, je ne l'ai de nouveau pas inventé, c'est Merck, le fabricant lui-même, par le biais d'un de ses directeurs, Eliav Bar, qui en février 2006, lors d'une conférence donnée aux États-Unis, a, sur cette diapositive numéro 3, dont vous pouvez trouver l'intégralité du PowerPoint sur Internet, prétendu que 70% des lésions précancéreuses du col de l'utérus étaient dues aux 16 et aux 18. Ensuite, ce chiffre a varié. On a les données? Alors, des données de littérature? Oui. Alors, 70%, c'est exact ce chiffre. Oui, c'est un chiffre qui correspond, qu'évidemment il faut moduler, dans la mesure où c'est une donnée qui prend en considération des études faites à différents endroits du monde. Et ensuite, évidemment, peut-être qu'en France, les chiffres sont un tout petit peu différents, qu'ils ne le sont en Amérique du Sud, etc. Mais l'ordre de grandeur, je crois qu'il est acceptable et on peut le prendre en considération. Dans d'autres études, dans d'autres diapositives qui viennent du même orateur, toujours de ces Merck, la diapositive numéro 25 de cette conférence-ci, le chiffre descend un tout petit peu à 65%. Peut-être qu'après, avec la suite de ma conférence, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'ils ont revu un tout petit peu à la baisse la prévalence, comme on l'appelle, de ces sous-types 16 et 18 dans les lésions précancéreuses. Enfin, il n'en reste pas moins que le scénario attendu par le fabricant et nous tous, y compris les autorités de santé, y compris les médecins et y compris les gens qui souhaiteraient voir diminuer le nombre de cancers du col, le scénario attendu est que si on développe un vaccin qui peut éliminer tous les HPV 16 et 18, ce qui a priori est une excellentissime idée, il ne peut plus y avoir de lésions associées à ces virus, et en conséquence, on doit pouvoir obtenir une diminution du nombre total de lésions de 70%, c'est-à-dire équivalent au nombre de lésions qui sont associées à ce vaccin. Jusque-là, je crois que c'est très simple, c'est mathématique, c'est arithmétique, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, ce raisonnement-là, à nouveau, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le fabricant lui-même, qui par une équation très simple, alors je me permets de faire remarquer que la prévalence de ces 16-18 qui était de 70% a passé à 65% et ensuite a passé à 55%, parce que comme ça permet de devoir atteindre des objectifs qui sont un peu plus raisonnables, mais enfin il n'en reste pas moins que ce que le fabricant lui-même donne à la FDA à la page 58 du 19 avril 2006, c'est si nous avons une efficacité de 99% sur les souches 16 et 18, et que nous multiplions ce 99% d'efficacité par le 55%, le 70 est devenu 55, eh bien nous devrions atteindre une diminution totale de 54,5% hors de grandeur du nombre total de lésions. Jusque-là, je crois que tout le monde me suit, c'est pas compliqué. En conséquence de quoi, dit toujours le fabricant, nous allons passer, si cette hypothèse de travail est juste, de 500 000 cancers du col à 150 000 cancers du col, ce qui correspond à 70% de diminution. C'est pas compliqué. Et pourquoi cette diapositive est importante? Parce que je répète encore une fois que c'est bien la réduction totale du nombre de lésions précancéreuses ou de cancers du col, on va les mettre ensemble, qui compte et qui doit être
au fond, le seul critère de jugement. Le critère de jugement ne s'attachant que à la diminution du nombre de lésions 16-18, je vais vous l'expliquer après, n'ayant un intérêt secondaire pour pas voir tertiaire, pour pas voir pas d'intérêt du tout. Alors, que s'est-il passé au niveau de vos autorités, mais au niveau des autorités américaines, et au niveau des autorités suisses, et au niveau des autorités italiennes, et au niveau des autorités européennes, c'est exactement la même chose. C'est qu'on s'est préoccupé de tout focaliser sur la diminution des lésions dues au virus contenu dans le vaccin. Et vous voyez que dans tous les textes de la HAS, on ne parle que de lésions 611-16-18, 611-16-18, 611-16-18, 16-18, je continue, 16-18, 611-16-18, 611-16-18, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, je continue. Et en conséquence, je répète, si on arrive à éliminer ça, et qu'il ne reste que les lésions dues aux autres virus, alors on a gagné la bataille, en tout cas en partie, parce qu'on a pu éliminer 70% des lésions précancéreuses et des cancers du col. Et d'ailleurs, la mariée était très belle parce que les premiers résultats, ou les résultats, parce qu'il n'y a pas eu des résultats ultérieurs, montrent effectivement que ce vaccin a une très très grande efficacité sur les virus des souches contenues dans le vaccin, c'est-à-dire les 16 et les 18 dont nous parlons. Ici, la HAS parle de 95%, mais je peux vous dire que c'est en fait plus que 95%, parce que, voilà un tableau que nous avons compilé avec Catherine Riva, et qui vous montre ici les études, qui sont les études randomisées prospectives de phase 3, qui sont les seules qui ont au plan statistique la possibilité de dire oui c'est efficace ou non l'efficacité n'a pas été démontrée. Il n'y en a pas d'autres d'études, hein, donc ça ne sert à rien de me demander pourquoi je n'ai pas pris en considération l'étude qui. Elles sont toutes là les études, donc c'est l'intégralité des études. Et vous voyez en fait qu'en fonction des sous-groupes, j'y reviendrai dans quelques minutes, eh bien nous avons une efficacité qui est une efficacité mirobolante, puisqu'on a par exemple dans l'étude 15, en population per protocole, je vous donnerai la définition après, sur les lésions dysplasiques de bas grade, une efficacité qui est absolument parfaite. Alors, puis-je demander, voilà. Et donc, quand on a une efficacité qui frôle la perfection, on peut comprendre d'une part que le message transmis soit qu'il faille se dépêcher avec une autorisation de mise sur le marché, parce que je répète encore une fois, 3000 cancers du col, c'est 3000 cancers de trop, 1000 décès, c'est 1000 décès de trop, et à tel point que l'autorisation de mise sur le marché a même été activée dans un certain nombre de pays, notamment les États-Unis, où le vaccin, le Gardasil, a bénéficié d'un statut